Bonjour à tous et bienvenue donc sur le live LinkedIn d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec Mickaël et Sylvain Jean? pour parler du coup des périodes d'intermission et comment les gérer. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà de se présenter respectivement, Mickaël et Sylvain, et après on commencera. Super. Du coup, Sylvain, peut-être je te laisse la parole. Allez, j'allais laisser la parole à Mickaël, mais OK, je commence. Du coup, moi, je suis développeur, full stack, plutôt PHP depuis une quinzaine d'années. Ça fait maintenant 5 ans que je suis en freelance et voilà, ça sera simple, pour une petite présentation rapide. Ok, c'est mon tour. Donc moi, je suis maintenant mentor d'autres freelances et j'ai été freelance avant en tant que Scrum Master pendant une demi-douzaine d'années. Et pour ma part, du coup, vous commencez à me connaître sur ce live. Je suis consultant en recrutement chez TradeUnion. Du coup, avant de commencer peut-être à vraiment rentrer dans le vif du sujet, peut-être donner une définition un peu des intermissions, votre vision de la chose, parce que c'est vrai qu'en freelance, on voit pas forcément l'intermission de la même façon que quand on est dans une ESN ou en CDI. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'une intermission dans les grands points en tant que freelance? Je vais commencer, allez. Selon moi, l'intermission quand on est en freelance, c'est, à la fois, un moment, opportun, on va dire, pour faire d'autres choses ou, pour se diversifier et d'une autre côté, une source de stress si on n'a pas forcément géré la période, en amont. Donc, on va peut-être je sais qu'on va rentrer dans les détails un peu plus tard, mais, je vais laisser Mickaël, présenter sa définition d'abord. Oui, souvent, il y a un petit facteur où on n'est pas vraiment préparé. C'est rare qu'une mission se termine à la date prévue. Souvent, les contrats, on vous dit, c'est renouvelable tous les 3 mois avec préavis d'un mois. Et on se dit que c'est pour 2 ans, 3 ans. Et surtout quand on est en mission longue. Donc, désolé, on est en septembre, arbitrage des budgets fin août. Donc, on termine dans au mieux un mois. Mais souvent, en fait, ils ont du mal à. Excuse-nous, c'est pas grave, hein, mais j'ai pas pu te prévenir avant, j'ai eu l'info. Et donc, c'est dans 2 semaines, ça te dérange pas trop si on termine mi-septembre, quoi. Même chose en janvier, euh, où là, on sent un peu plus leur battage des cartes fin décembre. Et souvent, on a un petit peu plus d'insight. Mais comme tout le monde, on a les vacances de Noël. Et on revient des vacances de Noël et c'est la surprise du chef. Du coup, ça tombe bien que vous souleviez tous les deux cette question un peu de timing dans l'intermission. Comment vous, du coup, vous faites pour alors l'anticiper? Comment vous préparez ces périodes-là? Je suppose que vous le faites pas forcément au moment où ça arrive. Vous devez en amont, je pense, faire certaines choses. Donc, qu'est-ce que vous faites du coup pour l'anticiper et comment vous vous y prenez du coup? Je pense que ça dépend aussi à quelle période on en est dans sa carrière de freelance. Dire que et aussi la période de marché. Il y a 2, 3 ans, 4 ans, j'avoue que je me posais pas du tout la question sur les intermissions parce que, quand une mission se terminait, on claquait des doigts, 3 jours après, on avait une nouvelle mission. Il y avait pas de raison de chercher en amont. Heu, Maintenant, c'est vrai que c'est, surtout depuis à peu près un an, le marché s'est un petit peu retourné pour les freelances, surtout pour ceux, un peu comme moi qui qui ne travaillent qu'en remote. Hem, Là, c'est vraiment le moment où il faut commencer à prévoir au moins, quelques mois avant. Après, ça dépend aussi si on travaille avec un seul client, sur des missions longues, plusieurs petits clients. Quand on est sur de la mission longue, comme disait Mickaël tout à l'heure, on a un peu tendance souvent à se reposer sur nos lauriers. On se dit: «C'est bon, on a 6 mois de visibilité, 1 an de visibilité» et puis, quand d'un coup ça tombe, du jour au lendemain, à 1 semaine, de préavis, ça devient la galère. Donc, la solution, c'est si on le fait bien, c'est de prospecter toute l'année. Après, j'avoue que moi-même, je suis pas forcément le meilleur élève et il y a des périodes de galère. Ouais, complètement. Je pense que prospecter, c'est pas forcément intuitif. On ne sait pas tous faire ça. Donc moi, je me suis fait accompagner. Concrètement, sur ma dernière mission en tant que Scrum Master, j'ai anticipé justement les fins de mission. Typiquement, cette fameuse période de septembre et puis leur battage des cartes en décembre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Alors, peut-être que j'ai attiré le mauvais œil sur moi, je ne sais pas. Euh, donc, euh,
Donc là, l'idée, effectivement, c'est de se faire accompagner. Donc moi, à l'époque, j'avais choisi l'accompagnement d'Imran de Saï. Je me suis fait accompagner également sur les mêmes sujets de prospection par Laurent Guillon-Var, là en ce moment par Indépendant mais pas seul. Donc, ce n'est pas les accompagnements qui manquent. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose de structuré et d'avoir un partenaire. C'est ce qui nous manque quand on est tout seul dans nos business. Un partenaire qui nous dit tu en es où, tu as contacté combien de personnes, comment tu t'y prends, avoir quelqu'un à qui on peut montrer nos messages aussi, qui peut nous dire ah là c'est peut-être un peu bourrin, un peu pushy, c'est pour ça que les gens rentrent pas dans la conversation. Parce que le but du jeu, c'est de susciter des conversations. Il y a aussi la stratégie Malte, ou celle de faire appel à des gens qui vont être nos agents, comme Trade Union, où du coup on peut se reposer dessus, mais les agents, ils ne peuvent pas inventer l'émission s'il n'y en a pas. Au mieux, on peut avoir de la transparence. Donc l'idée, effectivement, c'est si on peut pas être, et ça se comprend, on peut pas être régulier tout au long de l'année dans le fait de jardiner comme ça un petit peu, d'avoir des opportunités qu'on génère, c'est au moins se méfier de ces grands tournants de l'année que sont les arbitrages budgétaires de la rentrée et de la fin d'année, en se disant je peux pas avoir juste la perspective que ma mission va continuer, même quand on part en vacances de Noël avec notre N+1 qui nous dit ouais, nos problèmes, t'inquiète, c'est ma top priorité. Mais ce n'est pas forcément la top priorité du top management. Mais du coup, justement, je rebondis sur ça. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé à toi, Mickaël, ou à toi, Sylvain, hein, dans tes précédentes missions, de louper un renouvellement du fait d'avoir prospecté un peu trop tôt, ou inversement, de louper une mission et au final de perdre, d'avoir dit non à une mission parce qu'on pensait qu'on allait avoir le renouvellement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce risque-là, quoi? Jusqu'à présent, pour moi, non. Alors après, c'est peut-être aussi une question de chance. J'en suis conscient. Après, j'essaie toujours d'être le plus transparent possible avec mes clients. Je leur demande s'ils ont de la visibilité. S'ils ont des doutes, je leur dis moi-même que dans ce cas, il va falloir que je cherche quelqu'un d'autre et qui ne seront peut-être pas prioritaires sur la partie suivante. Jusqu'à présent, pour moi, ça s'est bien passé dans ce sens-là. Je rajouterais juste par rapport à ce que disait Mickaël, une période potentiellement décisionnaire aussi, c'est le mois de mai. Souvent, c'est le moment où tombent les impôts, mai-juin à peu près, et certains clients, surtout les pas très très grosses boîtes, peuvent avoir un gros coup dur à ce moment-là et devoir casser des budgets parce qu'ils avaient mal anticipé. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, j'ai une grosse mission qui était visible sur un an qui s'est finie en une semaine au mois de mai. C'était pas du tout prévu, ça m'a un peu mis en galère. Mais dans l'autre sens, jusqu'à présent, j'ai pas raté de mission en commençant à prospecter avant. Okay. Bon, je fais partie de ces gens, moi, qui sont plutôt effectivement angoissés, entre guillemets. Voilà. Ça fait partie du job de freelance. Alors, on essaie d'y mettre le moins d'émotions possible, mais effectivement, où on se dit, voilà, il faut prévoir. Et donc, on est souvent sollicité en messagerie privée sur LinkedIn, typiquement. Donc, j'accepte quelques entretiens de temps en temps au fil de l'eau dans l'année, surtout lorsqu'ils sont pertinents ou qui représentent des opportunités. Ouais. Et de la même façon que Sylvain, c'est des choses que je peux mettre dans la main des clients ensuite. C'est-à-dire, là, j'ai cette opportunité. Les contrats, c'est ce qui est marqué dans le contrat. C'est-à-dire, toi, tu espérais 2 ans, mais il est bien marqué dans le contrat que ça se renouvelle tous les 3 mois, avec un préavis d'1 mois. Donc ça, je le respecte, il n'y a pas de souci, cette clause contractuelle. Mais est-ce que tu peux me donner de la visibilité? Quels éléments tu as, toi, pour t'engager, pour justifier qu'effectivement, je continue à miser sur toi? Parce que c'est la règle du jeu en freelance, on n'est pas des salariés déguisés. Après, l'idéal, c'est de pouvoir avoir. Moi, j'ai eu des intermissions où en fait, j'avais des clients courts, sur des missions courtes, où je fais du Scrum Shock thérapie. Donc, je rétablis un delivery en moins d'1 mois. Et donc, j'explique bien à ce client-là que je ne vais pas pouvoir m'engager sur la durée pour venir à temps choisi, à temps partiel, parce que aujourd'hui, dans mon business model, je n'ai pas encore suffisamment progressé dans les stades du freelancing pour être comme certains coachs agiles qui, eux, ou en permanence, je suis le lundi chez un tel, le mardi chez un tel, etc. Et donc, ils ont un flux de clients qui viennent. Donc ça peut répondre, je pense, à la question de Patrick Loubry. Il y a des métiers où c'est beaucoup plus courant d'avoir des interventions à temps partiel, typiquement les coachs agiles. Scrum Master ou Product Owner, typiquement, ce sont des missions à temps plein et plutôt longues. Mais en tant que Scrum Master ou même en tant que Product Owner, il est possible de développer une offre qui va permettre de répondre à des besoins à court terme
pour des entreprises plus petites qui, du coup, elles vont avoir la chance de bénéficier de quelqu'un qui a un background auquel elles ne pourraient pas accéder si on vous embauchez un Scrum Master, un Product Owner. Merci du coup pour cette analyse. Si on recentre un peu du coup sur la partie tips que vous avez rapidement abordé tout à l'heure avec chacun des différents canaux, etc. Si vous deviez chacun retenir 3 choses que vous avez appris peut-être un peu sur le tard, que vous auriez aimé connaître plus tôt pour gérer cette période-là d'intermission. Donc, ça peut aussi bien être des canaux, des outils, des personnes à contacter, même des conseils d'organisation. S'il y en a vraiment 3 que vous deviez retenir chacun, lesquels ce seraient selon vous? Vas-y, je t'en prie, Michael. C'est trop Je pense qu'on sympa. aura les mêmes. Après, sinon, j'en ai J'étais quelques-uns en en train de tête. me faire la petite liste. Alors, le 1, c'est la formation. Tant pis pour toi, il n'en restera plus à la fin. Le 1, c'est participer les formations. Effectivement, c'est génial quand on se dit, tiens, ma mission se termine, par exemple, en septembre ou en août. Je vais aller voir, si je suis en portage salarial, je vais aller voir ma boîte de portage en disant, bah, tiens, j'aimerais bien débloquer un budget. Sinon, si je suis en auto-entreprise ou en SASU, j'ai d'autres sources de financement. Bref, j'anticipe les sources de financement et je programme à ce moment-là une formation pour monter en grade, entre guillemets. Donc, j'ai ma PSM1, je passerai bien ma PSM2, donc avec un stage ou en autodidacte. Donc, ça se prépare aussi un petit peu en amont, etc. Donc, ça, on peut l'anticiper en se disant, il y a forcément une période de petit flottement au début du mercato où moi aussi, je vais être très exigeant. Dans mon cas, c'est aux alentours de 19-20 propositions, j'en prends une. Je ne suis jamais pressé. En fait, je cherche là où est la meilleure perspective, où je vais pouvoir donner de la valeur et être également rémunéré au mieux. Et ça, ces missions, elles sont rares sur le marché. Des missions, on en trouve plein, mais des missions qui nous conviennent vraiment et qui rémunèrent bien, on en trouve peu. Donc la formation, l'aspect également accompagnement. Donc ça, c'est le tips. Je pense que c'est vraiment le joker dans la manche. Ça change énormément de choses de se faire accompagner sur l'aspect commercial. Et un troisième, je ne l'ai pas. Donc Sylvain, à toi. Allez. Moi, j'en ai 3. Je vais juste rebondir sur l'accompagnement. Je vais juste mettre un bémol parce qu'effectivement, je trouve que c'est très important d'être accompagné. J'ai moi-même été accompagné ou suivi des différentes formations. Seul bémol que je peux mettre, c'est que pas mal de freelances sont en micro-entreprise. Et qu'en micro-entreprise, on ne peut pas déduire de frais. Et c'est pour ça que beaucoup de freelances, moi y compris pendant une période, sont frileux à se faire accompagner ou à suivre des formations parce que si on doit sortir 2 ou 3 000 euros pour se faire accompagner, pour être formé, c'est 2 ou 3 000 euros sur lesquels on va quand même payer des charges, des impôts et ça peut être un souci. Enfin, ça peut être un souci. C'est à prévoir en tout cas. Dans l'ensemble, je dirais qu'il faut le faire, mais je comprends les réticences que peuvent avoir certains et je les ai longtemps eues. Ensuite, sur les 3 tips que je pourrais donner pour prévoir ces intermissions, le tout premier, ce serait de prévoir, de ne pas dépenser l'argent qu'on gagne quand ça marche bien et de prévoir au moins 5 ou 6 mois de matelas de sécurité pendant lesquels on peut se dire, bon, si je bosse pas, c'est pas grave. Parce que 6 mois, ça peut paraître beaucoup, mais selon les moments, selon les contextes, ça peut arriver. Et le jour où ça arrive, on est bien content d'avoir prévu un petit peu de côté. Le deuxième truc, là, c'est pas forcément pour prévoir, mais c'est comment occuper ce temps perdu. Ça peut être effectivement, comme disait Michael, des formations, de l'accompagnement. Ça peut aussi être le moment opportun pour sortir des projets qu'on a en tête, des petits projets perso. On a du temps, c'est le moment de bosser dessus et d'essayer des choses. Et le troisième type, ce serait au maximum d'essayer de ne pas travailler avec un seul client. Alors, je sais que c'est le confort d'avoir un seul client sur des missions longues. On a un TJ à 500, 600 euros, 400 selon les personnes. L'argent rentre, on est sécurisé, sauf que le jour où ça s'arrête, tout s'arrête d'un coup. Donc, j'ai fait comme ça pendant les 2-3 premières années. Maintenant, j'essaye au maximum d'avoir plusieurs clients, chacun sur du temps plutôt partiel, 2 jours, 3 jours par semaine. Alors après, on s'arrange un peu en fonction de ce qu'on trouve. C'est plus difficile de trouver des missions comme ça aussi parce que la plupart des clients veulent du temps plein. Mais si on peut avoir des missions longues sur du temps partiel, c'est quand même beaucoup plus sécurisant
Parce que le jour où une mission se termine, ben, on en a toujours 2 ou 3 autres qui tournent et il n'y a pas de gros moments de galère en fait. Ouais, je vais rebondir là-dessus. C'est vraiment, moi je vois 4 stades dans l'indépendance. Et à partir du moment où tu commences à vendre l'impact de ce que tu fais, l'impact de ton code si tu es développeur, l'impact de ton accompagnement si tu es product owner, Scrum Master, à ce moment-là, le jeu change et tu n'es plus en train de vendre ton temps, tu sors du statut de salarié déguisé, qui n'est pas honteux et on est tous passés par là au départ. Et c'est vraiment un super tremplin pour démarrer le freelancing. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est tellement compliqué l'ensemble que pour démarrer, je conseille souvent aux gens effectivement de démarrer sur quelque chose d'un petit peu cocoon, quoi. Voilà, tu vas voir un agent de talent, il y a des boîtes comme ça très sympas, t'accompagnent bien en fonction de ta proximité géographique, de tes affinités. Voilà. Lui, il va chercher à te placer, c'est lui qui va faire cet aspect commercial. Tu vas pouvoir démarrer et cet argent, tu vas pouvoir le réinvestir. Et de ce point de vue-là, effectivement, le régime de la micro, ça peut paraître sécurisant, mais c'est un de ceux qui permettent le moins de réinvestir avec le portage salarial. C'est vrai. Donc des solutions effectivement comme Jump pour passer la transition facilement du portage vers la coopérative d'activité, préparer sa création d'entreprise, éventuellement la mettre en pilote automatique avec Highway ou d'autres formules comme ça. C'est ce qui va permettre effectivement d'assumer la charge de travail qu'on a au quotidien, plus la charge en tant qu'entrepreneur. Ok. Bah, c'est bien parce que vous mâchez un peu le travail quand vous avez parlé des clients permanents, plusieurs clients, etc. Parce que c'était le sujet qu'on allait aborder juste après. Donc je vais rapidement revenir dessus. Du coup, pour vous, vous êtes plutôt de laquelle équipe? Donc, un ou deux gros clients sur des missions longues ou une bonne diversité de clients et justement des missions plus courtes? Alors, je pense qu'on a compris quand même rapidement la réponse, mais peut-être revenir un peu sur le sujet parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est assez important dans le monde du freelancing. Alors, dans tous les cas, mission plutôt longue, c'est quand même plus tranquille que les missions courtes. Enfin, en mission courte, on passe des heures et des heures à chercher, à prospecter, à faire des entretiens, c'est la galère. Donc, mission longue, mais après, ça dépend des périodes. Hein. Quand on a une mission longue sur 5 jours par semaine, des fois, on est bien content. Ça permet de faire une bonne période de rentrée d'argent et on ne se prend pas trop la tête. Si on veut jouer la sécurité, c'est plus complexe, mais mission longue avec 2-3 clients pour occuper 4-5 jours par semaine. Après, ça dépend du rythme qu'on veut aussi. J'ai eu une période où je bossais l'équivalent de 9 jours par semaine. J'avais 2 clients de temps quasi plein. Après, je m'arrangeais, commencer tôt, finir tard, le midi, etc. On ne peut pas tenir ça indéfiniment non plus si on veut un temps plein à 7 jours, enfin, à 7 heures par client, c'est pas possible. Mais voilà, c'est un peu une question d'équilibre en fonction de ce qu'on cherche aussi. Hein. Voilà, ça fait quelques mois que j'ai un temps, je suis vraiment à mi-temps et c'est un super confort. Mais du coup, je rebondis sur le fait que tu faisais plus de 9 jours par semaine. Tu avais des clients, comment tu étais full français? Tu avais des clients internationaux? Comment tu t'organisais? Parce que c'est vrai que même si on cherche des mi-temps, souvent les clients demandent au moins 2 jours de travail par semaine au minimum. Donc, se retrouver avec autant de clients différents sur une seule semaine, il y a forcément quelque chose à un moment donné où tu travaillais la nuit, quoi. En fait, j'avais 3 clients. Un qui me prenait 5 jours par semaine, l'autre qui me prenait 4 jours par semaine et un autre 1 journée par semaine. À peu près, un petit peu moins en fait, parce que là, ça fait 8, ça fait un peu plus de 9, mais j'équilibrais plus ou moins comme ça. Mais après, effectivement, je commençais à 7 heures du matin, je prenais 5 minutes de pause le midi, je terminais à 22 heures. Et alors, c'était faisable parce que c'était des clients qui me demandaient pas d'horaire strict. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que les horaires stricts, c'est un peu illégal quand on est freelance. Mais je sais que, bon, après, quand on est freelance, on essaie au maximum de s'arranger avec les horaires des clients parce qu'on comprend bien qu'il y a d'autres équipes, il faut pouvoir synchroniser. C'est pas toujours le cas. Avec certains clients, ça passe très bien. On peut commencer à 7 heures du matin et finir à 23 heures. Enfin, pas avec le même, parce que ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, c'est une question d'organisation. C'était fatigant. On peut pas faire ça sur du super long terme. Sur 2-3 mois, c'est très confortable financièrement, très fatigant par contre. Ouais. L'idée, c'est plutôt de productiser ces services. Effectivement, de mon côté, en tant que Scrum Master, comme je l'ai expliqué dans mon expérience, même si je souhaitais développer des services, c'était délicat. Bon, ça s'est produit
par la force des choses, puisqu'aujourd'hui, je ne peux plus travailler à plein temps. Et donc, je suis en train, avec l'Expresso Agile, de trouver une autre façon de faire mon métier en mentorant des Scrum Masters plus débutants. Et avec Rethink IT, par exemple, on lance une offre aussi où on va mentorer des Scrum Masters, des Product Owners, notamment lors de leur prise de poste ou lorsqu'ils se sentent en difficulté. Et effectivement, ce genre de petits produits additionnels, tu peux les développer en parallèle d'une mission à plein temps. C'est faisable. Tu prends en gros ton samedi ou 1 heure de plus ou 2 le soir pour travailler sur le sujet. Donc on peut commencer en étant, par exemple, en faisant du mentoring avec donc les MOOC. Alors la plateforme la plus connue en France, et j'ai le mot la plateforme de MOOC, de cours en ligne la plus connue, c'est U0. Open Classroom. Open Classroom, Ok. j'arrivais pas à trouver. Donc, complètement fort sur Open Classroom. Financièrement, c'est pas la folie. La difficulté, c'est que lorsqu'on commence en fait en freelance en étant formateur, je l'ai fait. Le problème, c'est que vous êtes déjà pris au moment où il pourrait y avoir des missions qui viennent. Donc, vous avez en fait un emploi du temps en forme de gruyère et vous n'arrivez pas à remplir les trous. Donc, ça, c'est pas le bon plan. La formation, c'est plutôt après. D'autre part, ça n'est pas valorisant sur le marché du travail. Les gens cherchent les clients cherchent des personnes qui sont directement productives et ils considèrent que les personnes qui forment leur personnel ne sont pas directement productives. Ils considèrent que la formation, on n'est pas bon. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, effectivement, est-ce que je suis team plutôt plusieurs clients? Oui, parce que c'est là qu'est la vraie sécurité, c'est là où tu as de la visu. Ok. Concrètement, comme tout le monde, je prends ce qu'il y a sur le marché tant que j'ai pas réussi à développer une offre plus solide et ça prend du temps. Ouais. Bah justement, pour continuer sur l'offre, effectivement, alors tout en gardant cette idée d'intermission derrière, mais est-ce que quand vous fixez votre TJM face à vos clients aujourd'hui, vous prenez en considération les périodes d'intermission, vous prévisualisez entre guillemets tout ça. Enfin, comment vous positionnez tout en sachant en fait que ça peut arriver, quoi. Je pense que c'est indirect. Quand on fixe le TJM, bon après ça dépend effectivement si on est plutôt sur du forfait ou de la régie, mais quand on est vraiment en journalier, le TJM qu'on fixe, on se met pas juste plus bas en se disant bah c'est bon, ça me suffit pour vivre. On se voit que la moyenne des développeurs, admettons dans mon cas, c'est autour de 500, 550, ça dépend aussi de l'expérience et tout. On pourrait vivre en se mettant à 350 si on est à temps plein. C'est un tarif junior, mais même un senior à 350 en micro-entreprise, il gagne très bien sa vie. Par contre, on sait bien que c'est un peu stupide parce que le jour où il y a un moment difficile, on risque d'être en galère. Et donc, du coup, c'est pour ça que la plupart des gens fixent un TJ autour de 500 et 500, 550 selon l'expérience, bien entendu, parce que ça prend en compte ces moments de vide. Ouais. Mais c'est indirect, quoi. Il y a une métrique assez simple, hein. Le SIGFI estime qu'un consultant formateur indépendant, son point mort, là où en fait on commence à gagner de l'argent, c'est 750 € par jour. En dessous, tu en perds. Pourquoi? Parce que donc dans le modèle du freelance qui devient vraiment entrepreneur, où tu as plusieurs clients dans la semaine, etc., ou dans le mois, en fait, tu vas passer la moitié de ton temps à prospecter et l'autre moitié à délivrer. Et donc, en fait, tu vas pouvoir facturer que la moitié de ton temps. Et se mettre freelance à 200 € par jour, 250 € par jour pour aller gagner 1500 balles, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais certains le font. Et effectivement, quand arrivent les périodes d'intermission, ils se rendent compte qu'effectivement, ça n'est pas viable. Mais c'est trop tard, ça sonne le glas de leur carrière de freelance. Donc effectivement, il n'est pas nécessaire d'inventer un TJM. On va sur Freework ou d'autres plateformes. Et puis, par exemple, les intermédiaires proposent toujours des TJM qui sont parfaitement adaptés, et notamment parce que vous avez comme contrainte une grille des acheteurs. Votre métier, c'est de valoriser au maximum notre TJM, parce que c'est là-dessus aussi que vous gagnez. Donc, on a les mêmes intérêts. Donc, c'est à nous de faire notre travail en valorisant notre CV, notre dossier de compétences, notre plaquette commerciale dans l'évolution professionnelle pour en fait vous permettre de nous placer au plus haut dans la grille du client. Parce que le client, lui, l'acheteur, il a cette grille et il n'acceptera pas de payer un développeur junior au tarif d'un confirmé, sauf si il a prouvé sa valeur ajoutée.
Et ça, vous ne pouvez pas l'inventer, il faut que ce soit présenté directement dans le document écrit, même si on peut le valoriser encore plus à l'oral. Et ça, ce n'est pas les hiring managers non plus qui ont la main là-dessus. Les gens effectivement, qui sont dans l'entreprise et qui, eux, vont travailler avec nous au quotidien, eux, ils aimeraient bien travailler avec ce développeur parce qu'ils ont compris sa valeur ajoutée, mais s'ils ne peuvent pas l'argumenter auprès de l'acheteur, ça ne passera pas. Donc ça, c'est le point super important. C'est vraiment à garder en tête. Les consultants américains sont facilement à 3 000 € par jour, mais c'est un système différent. Ils ont une garantie de résultat et donc des assurances, et elles sont souvent mises en œuvre. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, c'est un autre game, et si on est sur la transformation d'entreprise, etc. Mais à notre niveau, développeur, testeur, Scrum Master, Product Owner indépendant, on est globalement largement en dessous des 1 000 € de TJM. Et effectivement, on peut vivre très bien avec un TJM de 500 € ou 550 avec 90 € de frais. Moi, c'est m'arrivé de percevoir ça. C'est plutôt rare sur le marché. Un Scrum Master, avec mon expérience, c'est 500 €. Donc, c'est pas quelque chose de déshonorant d'accepter ce genre de mission si elles sont valorisantes. Parce que ce qui va compter pour les missions suivantes, c'est ce que je vais avoir réalisé dans la mission précédente. C'est ça qui va permettre de décrocher la mission suivante. Tu soulèves un vrai sujet, effectivement, le rapport avec les acheteurs que vous n'avez pas forcément en direct, qui est du coup moi et mon quotidien. Mais c'est vraiment un point, quand on attaque des gros groupes en tout cas, qui est important et à prendre en compte dans sa réflexion, quoi, c'est sûr. Pour clôturer rapidement ce live sur les sujets un peu plus légers, on va dire, comment vous faites pour vous amuser entre guillemets dans vos intermissions? Vous allez et travailler en même temps, hein, bien sûr, on reste toujours dans le cadre pro. Vous networkez, vous faites des séminaires, des événements à pas louper. Quelles sont vos activités un peu extra pro mais qui vous servent quand même préférées, quoi? J'aime bien faire des sortes de café visio avec des gens qui j'ai échangé par commentaire sur LinkedIn simplement. On se connaît pas, on décide de se découvrir, on prend un café, on prend un petit quart d'heure, une visio et des petites discussions comme ça. Alors c'est pas forcément, ça apporte rarement du business, mais bon, c'est toujours des moments sympas pour faire connaissance et puis on sait jamais plus tard. Après, personnellement, je suis pas trop événements physiques. J'ai essayé les événements de la BPI, je crois. Je trouve que ça correspond pas au domaine du numérique. C'était beaucoup d'entrepreneurs plutôt dans le bâtiment, dans ce genre de métier, qui sont déjà plutôt informés de ce dont ils ont besoin de faire sur le net. Donc, ils ont déjà des sites web, on peut même pas leur proposer un site vitrine. Voilà, j'avais essayé 1 ou 2 événements comme ça, j'ai pas été convaincu. Après, je pense que des événements vraiment tech, ça peut être sympa, mais il n'y en a pas par là où j'habite. Donc, il y en a en ligne aussi. Hein. Ouais. Effectivement, les réseaux du type BNI, ce n'est pas du tout adapté pour les freelances. Vous n'allez pas trouver là-dedans de l'activité pour vous. Et le réseautage déclenche rarement directement des missions. C'est-à-dire qu'il faut réseauter tout au long de l'année, mais tu ne sais pas par où ça viendra. Et c'est quelque chose qu'on valorise plutôt sous forme d'apport d'affaires, parce que c'est rarement en fait pertinent, ça tombe rarement au moment où nous, on est dispo, sur la localisation où on peut trouver. Mais c'est toujours intéressant. Donc de mon côté, j'aime bien les événements physiques, les Human Talk, donc le 2e mardi du mois. J'y participe régulièrement, donc on les retrouve sur ma chaîne YouTube. Donc en tant que speaker, j'aime bien y aller aussi en tant que spectateur. Les Agile Tours, donc ça c'est toujours le dernier trimestre de l'année, mais il y a aussi les événements comme Agile Junior, etc. Il y a d'autres événements agiles au fil de l'année. C'est pas spécifiquement pendant les intermissions, mais c'est toujours plus facile de trouver le temps pour y aller pendant les intermissions. C'est ça, c'est plus propice. Puis, moi, je suis très consommateur de webinaires sur LinkedIn, sur Eventbrite. On trouve des trucs qui sont de la qualité d'une formation payante. Donc, je les utilise, et notamment les replays des webinaires. Très vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de webinaires pour tous les goûts. Et comme tu le dis, les replays sont disponibles un peu partout. Enfin, on les trouve vraiment partout. Donc, n'hésitez pas, je pense, à aller regarder ce contenu, parce que c'est du contenu qui est très souvent de bonne qualité. Les intervenants, comme on retrouve souvent les mêmes au final, et en général donnent de très bons conseils pour pouvoir avancer dans son entreprise et dans le freelancing, quoi, du coup.
Absolument. Merci à tous les deux. Je vois qu'il est 30. On n'aura malheureusement du coup pas de temps pour répondre aux questions qui nous ont été posées dans le chat. Pour vous rassurer dans le chat, en tout cas, on reviendra vers vous par écrit. On va répondre aux commentaires à la main, chacun, Mickaël, Sylvain, moi et les équipes aussi de Trait d'Union qui pourront vous répondre. N'hésitez pas du coup à nous demander en contact sur LinkedIn. On sera ravis de répondre à vos questions aussi en privé. Est-ce que je peux prendre quelques secondes pour répondre à un commentaire qui me semble important quand même? Je crois que c'est Agnès Bouzouina qui posait la question sur les horaires stricts illégaux dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que c'est très important d'en parler quand même un peu à tout le monde parce que les gens n'auront pas tous les commentaires. Quand on est freelance, on ne doit pas avoir de lien de subordination avec la personne pour qui on travaille. Et un lien de subordination, ça veut dire simplement que la personne avec qui on travaille ne doit pas avoir de pouvoir d'influence sur vous. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas vous imposer d'horaire, ils ne peuvent pas vous imposer de lieu de travail, sujet du remote d'ailleurs, qui est... on est borderline parce qu'il y a toujours le cas, on n'impose pas, mais on veut. Et du coup, si vous acceptez, c'est que vous êtes d'accord. Donc, c'est très, très limite. Mais les lieux d'exercice, heures de travail, être présent obligatoirement à des réunions, on le fait parce qu'il faut le faire. Quand il y a une réunion, il faut qu'on y soit, normalement. Mais c'est des motifs de lien de subordination et on n'a pas le droit d'en avoir en étant freelance. Donc, tout ce genre de contraintes sont totalement illégales. Merci du coup. Donc n'hésitez pas, du coup, je revenais à nous demander sur LinkedIn et à nous poser vos questions. Je parle pour vous, mais je pense que vous serez ravis d'ajouter tout ce monde à votre réseau. Et on se retrouve, nous, en tout cas, Trait d'Union bientôt pour les prochains talks. Je ne sais pas si vous avez des actus peut-être prochainement, Mickaël et Sylvain. Voilà, alors en ce moment, c'est ma tournée là, donc je vais faire court. Vous allez retrouver tout ça sur mon compte, les actus, avec effectivement les confs auxquels je participe, les podcasts, les YouTube sur lesquels je passe en ce moment. Moi, je vais disparaître du monde du monde de LinkedIn pendant 2 ou 3 mois. Je suis en train d'acheter une maison et je vais arrêter toutes mes missions pour pouvoir rénover la maison pendant 2 ou 3 mois. Donc, je vais essayer de planifier un maximum de posts en avance pour pas disparaître complètement, mais je serai plus trop là. Bonne rénovation à toi et merci à tous les deux. Merci.